Bonjour, je suis Mathieu Servagent, interne de premier semestre de médecine générale en stage aux urgences d'Aurillac. Et avec le docteur Dufresne, nous avons réalisé une présentation pour le staff du vendredi 25 janvier 2019 sur les lombalgies aiguës. Nous allons tout d'abord voir le cas clinique d'un patient venu aux urgences pour lombalgie. Ensuite, nous verrons des rappels de définition, puis les différentes étiologies, les examens complémentaires à faire ou à ne pas faire, avec les traitements. On s'intéressera à tout ce qui est enjeu économique, arrêt de travail, accident de travail. Puis on fera un point plus précis sur les radiculalgies et les urgences neurochirurgicales. Donc aux urgences, monsieur M, 32 ans, est amené par les pompiers à 11h du matin pour une douleur lombaire intense avec impotence au travail qui s'est déclarée à 10h du matin. Il est agent de maintenance SNCF, il n'a pas d'antécédents particuliers, il ne prend pas de traitement, il n'a pas d'allergie aux médicaments. L'examen clinique retrouve une raideur rachidienne avec une douleur à la palpation paravertébrale au niveau lombaire. Il n'y a pas de sciatalgie, pas de fièvre non plus. Le VA est à 9/10. Il reçoit d'abord paracétamol et kétoprophène. La douleur est insuffisamment soulagée. Puis une titration morphinique. Le VA redescend à 3/10. La mobilisation est possible. Il arrive à se verticaliser. Nous prévoyons donc le retour à domicile avec un accident de travail avec arrêt de travail pour 5 jours à réévaluer par le médecin traitant, du kétoprophène 100 mg LP matin et soir pendant 3 jours, avec du paracétamol codéiné pendant 5 jours. Donc rappel de définition des lombalgies selon la HAS et COST P13, qui sont les recommandations européennes en matière de prévention et de prise en charge de la lombalgie non spécifique. Alors les lombalgies sont des douleurs de la région lombaire qui peuvent s'accompagner d'irradiation à la fesse, à la crête iliaque, voire même à la cuisse, mais qui ne dépassent jamais le genou. Il y a les lombalgies aiguës qui durent moins de 6 semaines, subaiguës qui durent entre 6 semaines et 3 mois, et chroniques qui durent plus de 3 mois. La définition d'une récidive de lombalgie, c'est un nouvel épisode de lombalgie après une période minimum de 6 mois sans douleur. Donc les étiologies des lombalgies, on retrouve les lombalgies symptomatiques. Alors ce qui va être en faveur d'une fracture, c'est la notion de traumatisme, la prise de corticoïdes, l'âge supérieur à 70 ans, l'ostéoporose, l'antécédent de tassement vertébral.
Plutôt en faveur d'une néoplasie, c'est un âge supérieur à 50 ans ou inférieur à 20 ans, une perte de poids inexpliquée, un antécédent tumoral. Plutôt en faveur de l'infection, ça va être la fièvre, les douleurs nocturnes, l'immunosuppression, une infection urinaire récente, une sonde urinaire à demeure, la prise de drogue intraveineuse. Et enfin, en faveur de l'inflammation, c'est le début progressif inférieur à 40 ans, la raideur matinale, une atteinte des articulations périphériques, une uvéite, un psoriasis, une colite, une urétrite et des antécédents personnels ou familiaux de spondylarthrite ankylosante. Et enfin, il faut faire très attention au diagnostic différentiel de lombalgie extra-rachidienne. Ça peut être un anévrisme de la aorte abdominale, une pathologie urinaire, donc une infection urinaire, une pyélonéphrite, ou une colite néphrétique, une fibrose rétropéritonéale, une pancréatite, une tumeur du pelvis, ou toutes les pathologies abdominales qui peuvent donner des lombalgies. Donc on continue les étiologies des lombalgies, on retrouve aussi les lombalgies non spécifiques ou communes, mais pour conclure à une lombalgie commune, il faut toujours éliminer une lombalgie symptomatique. Donc on peut céder des drapeaux rouges qui sont évocateurs d'une lombalgie symptomatique. Comme on voyait précédemment, c'est ce qui va être en faveur d'une fracture, d'une néoplasie, d'une infection ou d'une inflammation. Ils ont tous été regroupés. Donc il y a l'âge inférieur à 20 ans ou supérieur à 55 ans, l'antécédent de traumatisme violent récent, la douleur d'horaire non mécanique et progressive, la douleur thoracique, l'antécédent de tumeur maligne, la prise de corticoïdes au long cours, la prise de drogue, l'immunosuppression et le VIH, la perte de poids inexpliquée, la fièvre, les signes neurologiques étendus et la déformation structurale. Une fois qu'on aura éliminé tous ces drapeaux rouges, seulement on pourra conclure à la lombalgie non spécifique. Donc un point plus particulier sur la lombalgie aiguë non spécifique, qu'on appelle lumbago. Au niveau du bilan clinique, à l'interrogatoire, on trouve une douleur brutale, d'horaire mécanique, en barre, qui est impulsive à la toux et à la défécation. Il y a souvent un facteur déclenchant qui est retrouvé à l'interrogatoire, mais pas toujours. On recherche des antécédents de lumbago chez le patient. Et on pense toujours à éliminer les diagnostics différentiels extra-rachidiens. Donc on continue avec l'examen physique du lumbago. Il existe souvent une déviation antalgique du rachis avec une contracture paravertébrale. On retrouve souvent une raideur du rachis qu'on peut mettre en évidence avec l'indice de Schoeber-Macré. Donc il faut repérer l'épineuse de L5, faire une marque 10 cm au-dessus, 5 cm en dessous, et à la flexion extension du tronc, mesurer la différence. C'est souvent autour de 5 cm, mais ça varie en fonction de la taille et du sexe. Il peut exister des troubles de la statique rachidienne, d'hyperlordose, de scoliose, et un signe de la sègue lombaire. C'est quand le patient est allongé sur le dos, les jambes tendues. L'examinateur lui relève les jambes pour faire une flexion de cuisse sur le tronc. Et ça va déclencher une douleur au niveau lombaire. Et c'est à pas confondre avec le signe de la sègue radiculaire qui, à la même manœuvre, déclenche une douleur sur le trajet du nerf L5 ou S1. Et ensuite, il y a les signes négatifs, donc un examen neurologique normal, l'absence de fièvre, les poux qui sont bien perçus au membre inférieur, un ébranlement lombaire indolore, patine fonctionnelle urinaire. Ça va être tous les signes qui vont permettre d'éliminer une lombalgie extra-rachidienne. Donc maintenant les examens complémentaires. Il faut retenir qu'on ne fait aucun examen d'imagerie devant une lombalgie de moins de 7 semaines d'évolution, sauf si on a les drapeaux rouges, c'est ce qu'on a vu plus haut, tout ce qui est évocateur d'une lombalgie symptomatique.
Donc si on a besoin d'examens complémentaires, on fait toujours les radiographies en première intention. Donc c'est le rachis lombaire face et profil et le bassin de face. On complète avec l'IRM du rachis lombo-sacré si l'âge est inférieur à 20 ans ou supérieur à 55, s'il y a un syndrome de la queue de cheval, s'il y a un déficit sensitif ou moteur, s'il y a un antécédent de cancer, le VIH, une perte de poids, un usage de drogue par voie intraveineuse ou une corticothérapie, ainsi que des douleurs inflammatoires. Et dans certains cas, on peut compléter par un bilan biologique avec NFS, VS, CRP. Donc voici un algorithme pour la prise en charge des lombalgies aiguës qui a été trouvé dans un cours de l'Université de Genève avec des références bibliographiques britanniques. Donc il y a quelques modifications à apporter pour être avec les références françaises. Bon, tout d'abord, on regarde les symptômes, les signes généraux, les drapeaux rouges dont on parlait tout à l'heure. Donc, ce qui va surtout relever de l'urgence, c'est le traumatisme, où il faudra pratiquer des radios, plus ou moins un scanner pour préciser les fractures s'il y en a. Et puis, si la douleur est réfractaire et sévère à un traitement antalgique par opiacé de plus de 6 jours bien conduit, c'est la définition de l'hyperalgie et du coup il faudra considérer l'IRM en urgence avec un avis chirurgical. Pour le reste, c'est pas de l'urgence immédiate, tout ce qui est spondylarthrite ankylosante, néoplasie. Ensuite, si on n'a pas de symptômes ou de signes généraux, on regarde si on a des symptômes neurologiques, une radiculalgie. Donc si oui, si c'est troubles sensitifs, on surveille juste. Si c'est troubles moteurs avec une force supérieure ou égale à 3, on surveille. Si c'est inférieur à 3, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de déplacement du membre contre pesanteur, là il faut l'IRM en urgence et un avis neurochirurgical. Donc une fois qu'on a fait tout ça, il nous reste la lombalgie commune ou la lombosciatique ou cruralgie non déficitaire et qui là va répondre à un traitement symptomatique. Donc concernant le traitement des lombalgies aiguës non spécifiques, la plupart du temps, l'évolution est naturelle vers la guérison en quelques jours, mais si on regroupe les objectifs du traitement, les principaux sont de calmer la douleur, de restaurer la mobilité et la fonction, et presque le plus important, c'est d'éviter le passage à la chronicité et les arrêts de travail prolongés. Donc le traitement commence par l'éducation thérapeutique du patient, il faut le rassurer, bien lui expliquer la pathologie, lui expliquer que ça ne va pas entraîner de handicap. Ensuite, c'est les antalgiques. Alors il faut privilégier une association d'antalgiques, le plus souvent avec un AINS et un palier 1 ou un palier 2, pas de monothérapie antalgique, avec une prise à intervalles réguliers. Il ne faut pas juste des prises à la demande quand la douleur se réveille, et il n'y a pas de place pour la corticothérapie orale ou en infiltration dans les lombalgies aiguës. Dans les lombalgies chroniques, c'est différent. Ensuite, la place des myorelaxants est pas mal décriée. Bon, sur une courte durée, l'utilisation du Valium est pas recommandée du fait d'un risque de dépendance. Mais après, c'est à l'appréciation de chacun. Et ensuite, il n'y a surtout pas de prescription initiale de kinésithérapie. C'est pas ça qui va soulager le patient. Par contre, la kiné peut être intéressante après l'épisode aigu pour apprendre au patient
à faire les bons mouvements sur les ports de charge et à se remuscler la ceinture lombaire. Ce qui est important, c'est surtout de proscrire l'alitement systématique. Il faut que le patient garde une activité physique compatible avec la douleur. Les manipulations vertébrales peuvent être utilisées, mais seulement après des radiographies. Et une ceinture de maintien lombaire peut être prescrite pour les travailleurs qui portent des charges, en sachant qu'il y a une fausse croyance comme quoi les ceintures de maintien lombaire désadapteraient à l'effort, mais en fait, dès qu'on est debout, les muscles érecteurs du rachis ils sont contractés par le simple fait de la gravité. Donc le traitement commence avant tout par l'éducation thérapeutique du patient. Il faut rassurer le patient, il faut bien lui expliquer la pathologie, lui expliquer que ça ne va pas entraîner de handicap. Après, c'est les antalgiques. Alors c'est pas de monothérapie, mais plutôt une association de médicaments avec des anti-inflammatoires et des antalgiques de palier 1 ou 2, avec une prise à intervalles réguliers et non pas à la demande quand la douleur se réveille. Et il n'y a pas de place pour la corticothérapie orale ou en infiltration. Dans les lombalgies aiguës, c'est différent dans les lombalgies chroniques. La place des myorelaxants sur une courte durée est débattue. Certains rhumatos conseillent une courte durée de Valium 2 mg par jour. Mais les études montrent un risque accru de dépendance aux benzodiazépines. Il ne faut pas faire de prescription initiale de kinésithérapie sur l'épisode aigu, ça ne soulage pas le patient. Après, au décours, ça peut lui permettre de se remuscler les muscles de la ceinture lombaire et d'apprendre à faire les bons mouvements pour le port de charge. Il faut surtout proscrire l'alitement. Il faut avoir une activité physique compatible avec la douleur, mais il faut quand même avoir une activité physique. Les manipulations vertébrales peuvent être utilisées à la seule condition d'avoir fait des radiographies au préalable pour éliminer une fracture ou un déplacement. Et enfin, la ceinture de maintien lombaire peut être prescrite pour les travailleurs qui portent des charges ou qui font des efforts physiques. Et contrairement à une idée reçue, les ceintures de maintien lombaire n'entraînent pas d'amyotrophie des muscles du tronc, puisque en orthostatisme, les muscles érecteurs du rachis sont soumis en permanence à la force de gravité et sont donc stimulés en continu. Donc voici une méta-analyse qui regroupe 3 études et qui inclut 1825 patients. Donc paracétamol for low back pain, qui a été publié dans la librairie Cochrane. Donc le premier tableau, donc c'est pour les lombalgies aiguës, paracétamol contre placebo, et on s'intéresse à la douleur. Donc on voit qu'à 1 semaine, à 2 semaines, à 4 semaines ou à 12 semaines, la différence moyenne entre paracétamol et placebo n'est pas significative, car à chaque fois l'intervalle de confiance à 95% contient la valeur 0.
Donc voici un deuxième tableau qui lui concerne l'invalidité, disability, et qui s'appuie sur le RMDQ, Roland Morris Disability Questionnaire. Donc là, pareil, on voit pour les lombalgies aiguës, paracétamol contre placebo à 1 semaine, à 2 semaines, à 4 et à 12. Et à chaque fois, on voit que la différence moyenne, l'intervalle de confiance à 95% contient la valeur 0. Donc la différence moyenne entre les deux n'est pas significative. Donc en conclusion de cette méta-analyse, le paracétamol seul n'a pas de meilleur résultat que le placebo pour les patients ayant une lombalgie aiguë commune. Donc voici une autre étude, celle-là publiée dans le JAMA, donc naproxène avec cyclobenzaprine, un myorelaxant, paracétamol codéiné ou placebo dans le traitement des lombalgies aiguës. Donc c'est un essai clinique randomisé. Donc dans le tableau, on voit que le critère principal, c'est l'amélioration du questionnaire au questionnaire Roland Morris, le questionnaire sur l'invalidité. Donc on voit que naproxène, qui soit avec le placebo, avec le myorelaxant ou avec le paracétamol codéiné, dans tous les cas, il donne une amélioration significative du questionnaire Roland Morris. Et au niveau des différences, on voit que le cyclobenzaprine contre placebo, il n'y a pas de différence significative au niveau de l'invalidité, puisque l'intervalle de confiance à 95% contient 0. Pour la paracétamol codéiné contre placebo, c'est pareil, et pour le cyclobenzaprine contre paracétamol codéiné, c'est pareil, il n'y a pas de différence significative. Donc on peut conclure que l'ajout de paracétamol codéiné ou de cyclobenzaprine au traitement par naproxène seul n'améliore pas les résultats fonctionnels à 1 semaine chez les patients atteints de lombalgie aiguë. On parle juste de résultats fonctionnels et pas de douleur. Donc maintenant, on va se pencher sur le sujet épineux des arrêts de travail dans les lombalgies. Alors, c'est un tableau issu du Collège français des enseignants universitaires de médecine physique et de réadaptation, où ils disent que la durée de référence d'un arrêt de travail pour une personne sédentaire, c'est 1 jour. Si c'est un travail physique léger, donc suivant la définition, donc charge ponctuelle inférieure à 10 kg ou charge répétée inférieure à 5 kg, ça sera 3 jours. Un travail physique modéré, donc c'est charge ponctuelle de moins de 25 kg ou répétée de moins de 10 kg, c'est 14 jours. Et travail physique lourd, c'est une charge supérieure à 25 kg, et là ça sera 35 jours. Mais la HAS et la sécurité sociale disent pas la même chose. Donc voici le document de l'assurance maladie sur l'arrêt de travail dans les lombalgies communes, qui date d'octobre 2017, après avis de la HAS. Donc la durée de référence dans le cas général, c'est 0 jours d'arrêt de travail, mais si l'intensité des douleurs le justifie, c'est 5 jours. Donc c'est la plupart des patients qu'on peut voir, puisque s'ils consultent, c'est qu'ils ont mal. Et ensuite, la durée de travail est à réévaluer rapidement pour éviter un passage à la chronicité. Donc dans les enjeux socio-économiques, c'est surtout éviter le passage à la chronicité des lombalgies. Donc on peut regrouper ça sous les drapeaux jaunes. Il y en a plusieurs, c'est surtout les fausses croyances, donc bien expliquer la pathologie aux patients pour pas qu'ils pensent qu'il pourra être atteint d'un handicap grave. Ensuite, c'est l'insatisfaction au travail
et les bénéfices secondaires. C'est un des facteurs de risque les plus importants. Tout ce qui est troubles psychologiques avec dépression et anxiété qui sont recherchés aussi. Et puis la sévérité de l'incapacité fonctionnelle et le comportement inadapté, par exemple l'arrêt de toute activité physique, l'alitement. Donc sur ce diagramme issu de l'assurance maladie, on peut voir que la part des lombalgies dans les accidents de travail a augmenté en 10 ans entre 2005 et 2015 de 13 à 19%, alors que les accidents de travail ont sensiblement diminué. Les accidents de travail lombalgie ont augmenté pour représenter 1/5 des accidents de travail au total, ce qui est important. Donc voici un graphique de l'assurance maladie où on voit le nombre de jours d'arrêt maladie pour 1000 heures travaillées. On voit qu'il y a 4 secteurs surreprésentés, c'est le transport, la santé humaine, la construction, l'eau, l'assainissement et les déchets. Si on trace une droite qui passe par la moyenne de tous les points, on se rend compte qu'on peut extrapoler il y a un facteur de corrélation d'un demi entre le nombre de jours d'arrêt maladie dans le cadre d'accident de travail et le nombre de jours d'arrêt maladie proprement dit. Donc il y a 2 fois plus d'arrêt maladie que d'arrêt maladie dans le cadre d'accident de travail pour les lombalgies. Donc on va parler maintenant des radiculalgies. Donc on va commencer par les lombosciatiques. Donc il faut se rappeler de l'anatomie avec le trajet du nerf L5, donc qui part de la fesse, qui passe à la partie postéro-externe de la cuisse, externe du genou, antéro-externe de la jambe, qui passe à la malléole externe, puis le dos du pied jusqu'au gros orteil. Et ensuite le nerf S1 qui part de la fesse, puis la partie postérieure de la cuisse, le creux poplité, la face postérieure de la jambe, le tendon d'Achille, le talon, pour arriver au 5e orteil. Donc à l'examen physique, on peut retrouver un signe de lacet radiculaire, donc c'est quand le patient est allongé sur le dos, jambes tendues, et quand l'examinateur lui lève les jambes, ça va déclencher une douleur sur le trajet du nerf. Donc il y a la sensibilité du trajet, c'est ce que va décrire le patient avec des paresthésies ou autres. Et ensuite il y a le nerf L5 qui va commander les muscles releveurs du pied, donc on peut tester avec la marche sur les talons, et S1 qui va commander le triceps sural, donc on peut le tester avec la marche sur les pointes. En sachant qu'une lombosciatique discale chez un adulte jeune ne nécessite aucun examen complémentaire au début. Donc ensuite les lomboneuralgies, c'est les nerfs du coup L3 et L4. Le L3 qui part de la partie supéro-externe de la fesse, le trochanter, la partie antérieure de la cuisse, puis interne et la partie interne du genou. Et le L4 qui part au niveau de la partie moyenne de la fesse, puis l'extérieur de la cuisse, puis la face antérieure, qui passe devant le genou, puis à la partie antéro-interne de la jambe et le bord interne du pied. À l'examen physique, on peut retrouver un signe de Léry, c'est un signe de Laseg, mais avec un patient qui est en décubitus ventral et non pas en décubitus dorsal. Donc c'est un patient en décubitus ventral avec les jambes tendues, et quand on va lui relever les jambes, c'est-à-dire faire une extension de cuisse sur le tronc, ça va déclencher la douleur sur le trajet du nerf.
les réflexes L3, L4 à tester, donc c'est le réflexe rotulien, et puis la sensibilité au niveau du trajet décrit par le patient. Donc voilà, on arrive sur les urgences neurochirurgicales. Donc c'est tout d'abord les formes hyperalgiques. Donc c'est une douleur ressentie comme insupportable et résistante aux antalgiques majeurs, c'est-à-dire aux opiacés, après 6 jours de traitement bien conduit. Et les formes déficitaires, où là il faut faire une IRM rachidienne en urgence. Donc c'est les radiculalgies paralysantes avec un déficit moteur inférieur à 3. Donc il n'y a pas de déplacement possible du membre contre la pesanteur. Et le syndrome de la queue de cheval, c'est la compression de racine en dessous de L2. Et au niveau de l'examen, on retrouve des troubles sensitifs avec des douleurs radiculaires, des paresthésies, une anesthésie des membres inférieurs et surtout l'anesthésie en selle. Il y a aussi des troubles moteurs avec l'impossibilité de marcher sur les pointes pour l'atteinte S1, sur les talons pour l'atteinte L5. Et puis les réflexes ostéotendineux et les réflexes périnéaux sont abolis. Et il y a des troubles génitaux sphinctériens à titre de rétention aiguë d'urine, de constipation le plus souvent, mais ça peut être aussi sur le versant incontinence. Et avec aussi ça peut être des troubles sexuels, impuissance. Et l'étiologie la plus fréquente, c'est l'hernie discale. Donc en pratique, c'est ce que je vais retenir la prochaine fois que je verrai un patient atteint d'une lombalgie aiguë. D'abord, je vais éliminer les urgences neurochirurgicales, donc les formes hyperalgiques de lombosciatique ou de lombocralgie, les radiculalgies paralysantes ou le syndrome de la queue de cheval. Ensuite, ça va être une prescription dentalgique avec plusieurs antalgiques, palier 1 ou palier 2 avec AINS, plus ou moins au début de la prise en charge des morphiniques. Des myorelaxants, c'est toujours le débat. Et ensuite, l'imagerie ne va pas forcément être systématique. On la fera que si on a les drapeaux rouges, comme vu au début, ou si c'est supérieur à cette semaine. Et là, ça va être les radiographies en première intention. Ensuite, sur la prescription, il n'y aura pas de kinésithérapie initialement, pas d'alitement systématique, un arrêt de travail qui sera la plupart du temps de 5 jours à réévaluer, et plus ou moins une ceinture lombaire. Pour les patients atteints de radiculalgie, qui sont pas déficitaires encore, donc qui ne rentrent pas dans le cadre des urgences neurochirurgicales, il faudra faire pratiquer un testing journalier talon-pointe pour voir s'il n'y a pas l'apparition d'un déficit, ce qui changerait la prise en charge. Et enfin, le courrier de passage aux urgences pour informer le médecin traitant de la prise en charge qui a été faite